service après-vente de la F1. Gentlemen, start your engines and let's get ready to rumble! It's lights out and when we go, Verstappen gets an excellent start. Sebastian Vettel needs to cover him off. Kimi Räikkönen on the inside, and he's cracked with Verstappen. He's hit Vettel as well. Räikkönen is out before the first corner. He's gone into the Red Bull there as well. Carnage as Fernando Alonso gets involved. Räikkönen, yes, Vettel going backwards. He is off and looks to be out of it soon. Bonjour à tous et bienvenue pour le warm-up du SAV. On vous rappelle, le warm-up c'est 30 minutes chrono pour parler des dernières actualités et du Grand Prix à venir. Et cette fois c'est le Grand Prix de Monaco. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Buchor, Quentin et Spider. Bonsoir messieurs. Bonjour. Bonjour. Oui, parce que on précise, on est dimanche matin 10h, 10h05 l'enregistrement là. De formation professionnelle. C'est la deuxième fois. Bon, oui, c'est trop. Alors, messieurs, exceptionnellement, Troisième, c'est la position. Oui, voilà. Exceptionnellement, messieurs, nous allons commencer par parler du week-end du Grand Prix de Monaco, et des essais et des qualifs, parce que il y a très peu d'actu important, il n'y en a pas vraiment d'ailleurs, et donc on va se laisser de la marge pour parler de ce week-end monégasque qui a commencé sur les chapeaux de roue. Donc en gros, on compare le meilleur pour la fin. Juste quelques informations indispensables. Donc 78 tours dans ce Grand Prix, une zone de DRS sur la ligne droite de départ-arrivée avec un point de détection au niveau du virage 15. Les pneus, les hyper tendres sont de sortie pour la première fois cette saison avec les ultra tendres et les super tendres. Eh bien, du coup, messieurs, on va pouvoir parler des essais et de la qualif, mais d'abord des essais, messieurs, des essais libres 3 notamment, vous voyez où je veux en venir, avec le crash de Max Verstappen qui lui a coûté très cher. Le seul truc intéressant qu'on a vu jusqu'à présent ce week-end, Ouais. grosso modo, oui, c'est... Il fallait bien qu'il y en ait un qui se dévoue pour se crasher. Max a été désigné d'office, apparemment. Il a fait... Je pense pas qu'il était si... Alors, sur la trajectoire, il a pas été gêné par la Renault. Si je me souviens bien, c'était une Renault qui s'est poussée. Pour moi, il a pas été gêné visuellement. Parce que s'il avait été vraiment gêné visuellement, en fait, il aurait raté la corde. Il serait pas allé trop à la corde. Voilà. C'est l'appréciation que je fais. Ça fait quand même beaucoup pour Verstappen, notamment depuis le début de saison. Enfin, il les accumule les bornes. Ouais, ça fait beaucoup depuis le début de saison, mais ça fait aussi beaucoup depuis qu'il roule à Monaco. Oui. Ouais. Oui, parce que si vous traînez sur Twitter et que vous suivez la F1, vous avez certainement dû voir ce montage vidéo entre le crash de Verstappen 2016 et celui de 2017, chacun sur moitié d'écran, et on voit 2018 pardon, donc 2017 et 2018, et donc oui, je suis désolé, j'ai oublié qu'on avait pris un an, et on voit une similarité qui est absolument époustouflante. D'ailleurs, en 2016, il s'était crashé, il avait fait le combo, il s'était crashé en qualif et il s'était crashé en course, histoire de bien. Mais bon, en course, je crois que c'était un peu mouillé. Il y avait des circonstances atténuantes. Wow. Mais si c'était mouillé, oui. c'est vrai que il y a justement Félix Rosenquist qui a un peu répondu sur le sujet sur Twitter et qui dit qu'avant, c'est vrai que ce virage-là était beaucoup plus pointu. Maintenant, ils l'ont arrondi. Et lui dit que ça en fait un virage beaucoup plus technique à prendre, parce que beaucoup plus difficile à juger à quel moment on doit réouvrir le volant en fait, et que même lui même lui, comme si c'était une référence, mais lui aussi s'est déjà fait piéger depuis que le virage a été modifié. Mais bon, visiblement le défi technique est surtout difficile pour Verstappen en F1. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de pilotes lécher, mais vraiment bien lécher le rail à cet endroit-là, quoi. Ouais, ça n'a pas été le seul, hein. Il y a Ricardo et Grosjean, je crois, qui ont touché à cet endroit-là, sans je pense que tout le monde allait lécher ce rail à un moment dans le week-end. Donc, mais bon, il y a une différence entre lécher et se le prendre. Et exploser la roue sur le rail.
Non, parce que en plus la caméra, ça a été super bien filmé, le ralenti est magnifique. On voit la roue, on voit la comment ça s'appelle, la tige de la direction commencer à se plier, clac, ça casse. Ouais. Et après on voit la roue qui fait blablabla. C'est magnifique. Hein. Mais bon, comme quoi Monaco n'était pas assez technique, ils ont réussi à en faire un tracé encore plus technique. Ouais. Pour Verstappen, c'est terrible parce que depuis le début du week-end, les Red Bull sont un cran au-dessus du lot. La première ligne était quasiment assurée et il se crache au plus mauvais moment en plus, c'est-à-dire il se crache en essai 3 et en plus à la toute fin, ce qui fait que ça a laissé 2 heures aux mécaniciens pour la réparer et c'était pas suffisant. C'est-à-dire qu'effectivement, autant il y a des moments où on peut avoir des doutes, là autant c'était clair que juste avant le crash de Verstappen en essai libre 3, c'était évident que la pole allait se jouer entre Ricciardo et Verstappen. Si Verstappen se crachait pas. Donc du coup, en fait, on n'avait quand même pas trop de surprises pour le résultat de la qualification. C'est vrai que Ricciardo partait avec un avantage, mais bon, il n'y avait pas non plus un énorme écart entre la Red Bull et Mercedes Ferrari. Ils étaient devant, tout le temps devant d'ailleurs, mais l'écart était pas énorme, hein, ça pouvait se jouer. En plus à Monaco, voilà, faut vraiment faire un bon tour. C'était pas. Ah oui, je parle en performance pure, parce qu'après il y a les aléas de la qualification, effectivement une faute, etc. Une Verstappen, voilà, t'es vite éliminé. Et finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que si les deux pilotes les deux pilotes Red Bull avaient été en lice pour la pole, ils se seraient peut-être poussés l'un l'autre et qui sait ce qui serait arrivé. Alors oui, c'est-à-dire que moi, je me souviens la remarque de Febro qui dit effectivement du coup il part devant deux quadruples champions du monde, Ricciardo. Je pense par contre qu'il préfère avoir 8 titres de champion du monde juste derrière lui plutôt que un néerlandais. Ça, je dirais. Parce qu'au départ. Oui. Oui, Verstappen, il aime bien emboutir à son dévote. Pour la course, t'es préférable qu'il y ait pour Red Bull, qu'il y ait deux Red Bull l'une derrière l'autre, quoi. Ah oui, au niveau stratégique, peut-être. Alors, honnêtement, je pense que le staff Red Bull est quand même plus serein de savoir qu'il n'y a pas les deux qui partent côte à côte sur la première ligne, parce que le premier virage aurait été quand même très délicat. Ouais, je pense pas après, au vu de l'accident de Bakou, je pense que les mecs, ils auraient quand même été prudents l'un avec l'autre. Je pense pas qu'ils auraient tenté le diable au premier virage non plus. Ah, moi, je pense qu'il y en aura un des deux qui aurait été prudent. Mais je dis pas lequel. Après, vas-y. Surtout là, ils partent avec deux mecs qui ont absolument tout à perdre au championnat derrière eux, donc. Exactement. Oui. Et puis quand même des mecs plus réfléchis qui sont pas connus pour être casse-cou. Oui, c'est Vettel, ils sont pas connus pour être tenter n'importe quoi, n'importe comment. Ils ont la maturité, etc. Ils ont beaucoup à perdre au championnat, donc voilà. Mais après, Monaco, ce sera peut-être moins le cas, mais ça pourrait avoir l'effet qu'il y a eu chez Mercedes en Australie, c'est-à-dire que quand il s'agit de réagir stratégiquement, il n'y a plus qu'une voiture avec laquelle on peut réagir, alors que quand il y a deux voitures, on peut diversifier par exemple les stratégies pour contrer un undercut. Ouais, c'est ça. D'un autre côté, derrière, c'est pas deux Ferrari ou c'est pas deux Mercedes, c'est une Ferrari, une Mercedes. À voir comment ça se passera après le premier tour, mais l'autre Ferrari et l'autre Mercedes sont encore un peu loin et ne devrait pas être un danger pour Ricciardo à terme. Non, mais les 5 premiers vont se cracher. C'est Ocon qui va passer en tête. D'un autre côté, c'est Ricciardo, il est tranquille, c'est-à-dire que du coup Red Bull peut pas merder sa stratégie pour faire gagner Verstappen, puisqu'il est pas juste derrière. Après, c'est aussi l'assurance de ce côté-là. D'un point de vue championnat, si Red Bull et Ricciardo veulent toujours être titrés, c'est un petit peu dommage de se priver d'une voiture qui peut s'intercaler entre Ricciardo et les autres candidats au titre. Oui, de toute façon, je pense pas que Red Bull se réjouisse de ça. Ouais. Du coup, Verstappen n'a pas participé à la Q1, une première séquence où ont été éliminés Hartley, Ericsson, Stroll et Magnussen. Et avec la pénalité de 3 places de Grosjean, ça fait un beau peloton, une belle fin de peloton où on pourrait avoir du spectacle pour les virales.
Tu veux dire un gros potentiel pour le cours du carbone, c'est ça? Oui, voilà. Ou le cours de la safety car aussi. Ah, aussi. Mais finalement, Oui, que vas-y. Grosjean se prenne une pénalité sur la grille ce week-end, c'est pas plus mal, parce que vu le rythme des As, même sans les 3 places, Oui. est-ce qu'il aurait pu viser quelque chose? Elle tombe bien. C'est-à-dire que- Ouais, oui, disons que oui, c'est vrai que du coup, ça tombe bien. De toute façon, il au fond, on va dire, les As, elles sont pas bien là à Monaco, donc bien, on va ouais. prendre la pénalité maintenant, plutôt que par exemple au Canada où il risque d'être mieux, etc. Ouais. À y être. Tout à fait. Du coup, la Q2, et à la Q2, ce qu'on peut noter, c'est la stratégie, le pari de Mercedes qui a décidé au départ de se qualifier avec des pneus ultra tendres, histoire de démarrer avec au début de la course, mais les pneus ultra tendres qui sont moins rapides et difficiles à mettre en place, à mettre en température, visiblement, puisque les deux Mercedes ont eu du mal à se positionner dans le top 10 et ils ont donc rechangé pour rechausser les hyper tendres. Quelque chose à dire Alors, sur- je sais plus si, ouais, ils ont tenté. Alors c'est vrai que c'était un pari pas dans le sens où c'était juste de faire 2 tentatives puisqu'il y a 15 minutes. Donc, mais c'est vrai que c'était un pari dans le cas où la deuxième, il y avait un drapeau rouge. Alors drapeau rouge à la limite c'est moins gênant. Suivant le moment où il tombe, mais c'était surtout le risque d'un drapeau jaune, etc. Il y avait le risque que la deuxième tentative ne puisse pas être menée à son terme. Donc, Oui. c'était un pari de ce côté-là. Connaissant les chances de Ferrari généralement dans cet exercice, le drapeau rouge était très probable. C'est ça. C'est que dans l'art de se merder, Ferrari, ils sont en qualif. Ils ont un certain passif. Ou manque de chance plutôt. Mais bon, bref. Ben, ils l'ont tenté, c'était bien de l'essayer. C'était bien de l'essayer. de le tenter. C'est bien. Parce qu'effectivement, ça pouvait avoir une stratégie décalée et garder d'avoir l'ultra tendre. Attends, oui, c'est pas l'ultra méga tendre, tendre, oui. c'est ultra tendre. Je cherche les noms. Ou l'hyper tendre, je sais plus, je suis perdu. Non, c'est l'ultra ils auraient chaussé l'ultra pour le début de la course. Alors, Ils c'est là, étaient parce que- restés dans voilà, la je stratégie. suis perdu dans les temps parce que t'as super, ultra et hyper tendre, c'est ça. Donc garder l'hyper tendre pour la fin de course avec réservoir vide, tout ça, ça aurait pu être effectivement peut-être un plus. Mais apparemment d'autant. ils ont beaucoup de mal avec ce. Ouais, d'autant plus que oui, apparemment c'est l'ultra tendre, ça aurait été une vraie bonne solution chez Mercedes. Ils ont vraiment du mal depuis le début du week-end à faire tenir les hyper tendres sur la durée. Ouais. À peu près tous, j'ai l'impression quand même qu'ils ont du mal à le faire durer, ce pneu. Ouais, Apparemment, même chez Pirelli, ils disent que celui qui arrivera à le faire tenir plus longtemps aura un vrai avantage, mais que ça va être difficile. Du coup, oui, on va parler un peu stratégie. Donc, le résultat de la Q3, puisque la Q2, on s'en fiche un peu de qui est pas passé ou pas. Mais la Q3, donc, avec la pole de Ricciardo devant Vettel et Hamilton. Donc, Ricciardo qui a claqué un chrono rapidement et avec une grosse avance sur ses principaux poursuivants. Donc, la pole lui était acquise, même si Hamilton avait une petite avance au bout d'un secteur, ou deux même. Mais il a dû, Au deuxième secteur. le deuxième secteur était même en avance. Et finalement, c'est Vettel qui passait in extremis devant la Mercedes. Donc Raikkonen 4e, Bottas 5e. Donc voilà, on a un top 5 du coup. Avant de parler des autres pilotes, stratégiquement, comment vous le voyez donc justement avec les pneus, les hypertentes qui ne sont pas censés durer longtemps, hein, d'après les échos qu'on a eus, et les ultra-tentes qui sont difficiles à mettre à chauffer. Si vraiment ça va pas, ils vont bien faire. Ils vont bien être obligés de changer les pneus très tôt ou. Sauf que changer les pneus très tôt à Monaco, Et c'est pas forcément un bon plan, hein, avec les. Tu te Ah retrouves oui. dans du bouchon. Mais bon, après, il vaut mieux changer tôt que subir une crevaison parce que le pneu est complètement arraché. Mais Oui, bien sûr. bon, est-ce qu'on en arrivera jusqu'à là? Honnêtement, j'en sais rien du tout, quoi. Les équipes et Pirelli ont beaucoup plus de données que nous pour savoir ce qu'ils vont faire. Après, même on est à Monaco, donc ils peuvent se permettre de rouler 2 secondes plus vite si ça peut leur permettre de faire un seul arrêt. Apparemment, il y a la stratégie que tout le monde va viser, c'est un arrêt. Apparemment, oui. c'est Ah bah Monaco.
mange tellement peu les pneus que un arrêt, apparemment, les super tendres, je pense que tu peux quasiment faire toute la course avec, mais voilà, c'est donc ça va être compliqué parce que c'est surtout il y a l'effet safety car. L'espèce de jeton que tu jettes. Bon, est-ce qu'il y a un safety car ou pas? Surtout au premier tour. Où honnêtement. Mais ce sera pas une bonne idée de s'arrêter au premier tour, même en cas de safety car, hein, parce que le temps que tu perds derrière le peloton, mais tu perds 3-4 secondes au tour, c'est mort. Le but, c'est vraiment de retirer des stands avec une piste vraiment dégagée. Ça dépend après si ça bloque le premier virage, ils peuvent faire passer un safety car peut-être par les stands. Donc là, tu as peut-être intérêt à te dire ok, je change les pneus. Je sais pas, c'est quoique c'est compliqué quoi. Et après, tu as le risque de safety car plus loin dans la course. Oui. Mais c'est retarder le changement de pneu pour essayer de profiter des safety cars. Et c'est là que ça va être intéressant d'observer ceux qui sont au-delà de la 10e place, parce que c'est eux qui vont pouvoir retarder au maximum leur arrêt. Donc avoir le delta de temps autour qu'il y aura en début de course pour savoir s'ils seront encore en mesure au moment d'une possible safety car tard dans le Grand Prix de bénéficier de quelque chose ou pas. Et pour les leaders, le but, ça va être de s'arrêter aussi le plus tard possible, en regardant bien l'écart creusé avec les poursuivants, notamment à partir du 6e. S'ils ont plus de, allez, c'est quoi, je sais plus le temps d'arrêt, mais s'ils ont 26-27 secondes d'avance sur le 6e, là, ce sera un bon plan de s'arrêter pour chausser les pneus neufs si les pneus hyper tendres commencent à bien s'user. Mais avant, ça sera pas un bon choix. Mais bon, apparemment, s'arrêter tard dans ce Grand Prix avec les nouveaux Hypersoft, ça va être plus compliqué que les autres années. Donc, bah oui, il faut dire qu'on attend beaucoup de chaleur aussi à Monaco. Donc ça va être un vrai dilemme, quoi. S'arrêter tôt, mais repartir dans le peloton, ou alors s'arrêter tard, mais perdre aussi beaucoup de temps avec des pneus usés. Donc ouais, ça peut être le facteur intéressant de ce Grand Prix. Et puis ça va dépendre aussi de la différence de rythme. Si par exemple Ricardo il a un bien meilleur rythme que les Mercedes et Ferrari derrière lui, il va pouvoir se creuser une marge, un matelas de sécurité. Après c'est pas dit que si c'est pas le cas, ça va être compliqué de juger quel moment faire l'arrêt en fonction du trafic dans lequel il ressort, etc. C'est toujours très compliqué pour ça à Monaco. Puis quand même Mercedes pouvait se foirer. Hein. Et du coup, pour le deuxième relais, si tout se passe bien, est-ce que vous les voyez plus chausser les ultra tendres ou les super tendres? Les ultras, je pense. Tu penses que les ultras tiendraient faire quelques tours en hyper soft et après les ultras tenir tout le reste? Bah, moi je pense oui, mais. Est-ce que quelqu'un a testé les super tendres ce week-end? Bah, ils ont, je crois, s'ils ont un train de super tendre, c'est déjà bien, et je pense que c'est le train qui a été imposé par Pirelli, donc. Et je suis pas sûr. Il serait trop dur. Je pense, oui, je suis même pas sûr. Je pense qu'il y a certaines équipes qui ont même pas encore roulé avec. Après, on a déjà vu ça sur plein d'autres grands prix où les pneus étaient trop durs, mais à mon avis, ce sera hyper soft et ultra soft. Ouais, après le super soft, c'est un pneu qu'ils connaissent quand même assez bien, donc. Ouais. Je veux dire, avec les données de l'ultra tendre, ils ont un bon niveau d'information par rapport au super tendre. Je sais pas lequel permettra de. Après, voir aussi s'il y a un gros écart, s'il y a pas un gros écart de performance entre le super tendre et l'ultra tendre, si du coup t'arrives à mieux les tenir, ils arrivent à être mieux dans la fenêtre de température de fonctionnement des super tendres, ils peuvent opter pour les super tendres. Je sais pas, je t'avoue que sur ce point-là, c'est compliqué de savoir. Et du coup, derrière, messieurs, derrière le top 5, c'est très serré. Je vais vous donner quelques chiffres. En Q1, entre le 7e et le 19e, il y avait 7 dixièmes. Imaginez, entre le 6e et le 19e. En Q2, entre le 6e et le 15e, il y avait une demi-seconde seulement. Et en Q3, entre le 6e et le 10e, il y a seulement 1 dixième et demi.
C'est juste incroyable. Tout le monde, en fait, toutes les autres écuries, hormis les 3 de tête, toutes les autres écuries se tiennent dans un mouchoir. Et c'est Force India qui est un petit peu qui a un peu joué le bon coup avec ces 2 voitures en Q3, ce qui n'était pas vraiment envisageable avant les qualifs. Et notamment une très belle perf d'Esteban Ocon, 6e, devant Alonso et Sainz sur McLaren et sur Renault, l'autre Force India de Perez 9e, puis Gasly qui est 10e. Ah, les Frenchies à force. Oui, belle qualif d'Ocon et de Gasly. C'est moi Oui, parce que alors autant Gasly vu les essais libres, on pouvait se dire que la Toro Rosso avait un certain potentiel. Donc la Q3 n'est pas forcément une grosse surprise. Surpris par contre que Hartley n'y est pas arrivé parce qu'il se tenait en essai libre, Gasly et lui. Donc, Hartley, c'est plein de problèmes de trafic et de drapeau jaune. Après, j'ai regardé du coup ses tours en caméra embarquée. Il a quand même au moins 2 tours, 2 tours propres, on va dire, et où il n'y arrive pas, quoi. Et dont un tour où il tire tout droit, tout seul. Donc, mais après, c'est vrai que les 2, je crois que sur 4 tours, il y en a 2 qui sont vraiment très impactés par le trafic. Mais sinon, il a pas vraiment d'excuses, je pense. Oui. Plus par contre surpris par la 6e place d'Ocon. C'est la Force India, je la voyais pas arriver. Aussi. Comme quoi, Force India en ville, toujours Oui. pas trop. Après, juste dans le peloton, très vite fait, il y a quand même Leclerc qui passe encore en Q2. Ouais, Oui, avec un très beau temps en Q1. Il fait un 8e temps, si je dis pas de bêtises. Et Sirotkin qui fait 13e, je crois qu'avec la Williams qu'il a et la Williams à Monaco en plus, depuis 2014 à l'EV6, je crois que c'est la 3e meilleure performance d'une Williams en qualif à Monaco. Ah oui, c'est dire. Alors qu'à côté on a eu Radio Stroll qui nous a sorti apparemment toutes les injures possibles et surtout toutes les excuses possibles pour arriver à rien faire. C'est ça. Stroll moi je le trouve de plus en plus antipathique, ce mec. Moi alors c'est pas, ça n'a rien à voir avec sa façon d'arriver à la fin de ça, mais au micro je l'ai jamais trouvé ne serait-ce qu'intéressant dans ses réponses. Oui. C'est ça. Je sais pas. Alors c'est parce que peut-être Canal+ le force à répondre en français alors qu'il serait peut-être plus à l'aise en anglais. Mais ouais, c'est. Justement, il a eu son problème de tour de tête là, la mousse autour de sa tête qui s'est enlevée. Et il le dit à son ingénieur. Son ingénieur lui dit, si c'est vraiment unsafe, rentre au stand, on va le faire. Il répond, c'est pas unsafe, mais fixez-le la prochaine. Enfin. Fixe-le, quoi. Mais dans le genre, faites votre boulot, quoi. Et c'était vraiment très antipathique. Ouais. Bon, sinon pour le reste du peloton, qu'est-ce que vous voyez? D'ailleurs, lançons-nous dans un petit pronostic vite fait, histoire de conclure. Le fait que ce soit serré dans le peloton, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'à Monaco, c'est pas forcément la meilleure solution. Ça va faire un joli petit train-train. Ouais. Mais qui sait? On peut avoir quelques surprises. Ouais. Non, je l'ai dit tout de suite, je veux Leclerc dans le top 10 à l'arrivée. Le reste, je m'en branle. On aimerait bien Ocon sur le podium, quand même. Ah oui, ça, oui, si, pardon, oui. Ah, si Ocon fait podium, oui, mais Voilà. Ocon, faut qu'il concrétise, là. Parce que c'est pas mal ce qu'il fait en termes de performance. Maintenant, faut concrétiser en termes de points. Parce que Et pour les leaders, vous voyez Ricciardo gagner, Oui, sauf si problème au départ, enfin problème, même pas forcément problème, mais si Vettel fait un meilleur départ et il n'y aura pas Verstappen pour assurer la victoire Red Bull. Ouais, alors après Vettel il est à l'extérieur, je vois mal, il a plus de distance à parcourir que Ricciardo. Limite, je vois plus Vettel se faire dépasser par Hamilton au départ. Oui. Oui, pourquoi pas. Mais après, sur le podium, je pense qu'il y a peut-être des chances qu'on ait Ricciardo, Vettel et pourquoi pas Raikkonen si Mercedes est vraiment en difficulté sur son train d'Hypersoft. Mais oui, non, parce que Raikkonen, Ferrari va merder. Oui, non, Raikkonen, c'est pas possible. Ferrari va merder sa stratégie de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Donc, ce serait extraordinaire que. Je pense que la plupart des équipes aussi roulent avec des pièces assez usées, donc il va falloir surveiller ça. Même si ça demande pas beaucoup en moteur Monaco, les pièces sont usées. Je pense qu'on va pas tarder à changer le moteur. Les Ferrari n'ont pas monté justement leur deuxième moteur.
Il me semble Non. que certaines équipes ont monté le. C'est les clients Ferrari, mais pas Ferrari. Ferrari, c'est pour le Canada, je crois. D'accord. Mais du coup, les clients ont la nouvelle spécification du moteur, ce que j'ai compris par contre. Ils ont un nouveau moteur, mais il n'y À a pas de partir de ce nouvelle, week-end. il n'y a pas de nouvelle spécification. Ah, d'accord. C'est un nouveau moteur. c'est Ok. Bon, du coup, messieurs, il nous reste juste quelques minutes. On peut peut-être aborder vite fait le projet Aston Martin qui avance et qui viserait, pourquoi pas, la 2021 et la nouvelle réglementation. Oui. Moi, j'avais même pas vu que ça avançait. J'étais resté sur les infos de janvier ou mars, comme quoi ils étaient intéressés. Non, mais de toute façon, je te rassure, c'est toujours les mêmes déclarations. Ah bon, ça va. Apparemment, ça va dans le bon sens pour qu'on puisse éventuellement être intéressé. Voilà. Oui, surtout que sur les moteurs, je crois que la FIA s'est exprimée ce week-end avec une deadline de juin pour les moteurs 2021. Donc. Oui, C'est peut-être dans ce sens-là que ça avance. Un petit mot sur les transferts pour la saison prochaine et notamment du côté de chez Ferrari. Raikkonen, est-ce que vous le voyez continuer une saison de plus? Est-ce que Leclerc pourrait sauter dans le grand bain dès 2019? Est-ce qu'on aurait une autre surprise chez Je pense Ferrari? qu'on est plus proche de Ricciardo chez Ferrari que de Leclerc chez Ferrari, personnellement. Oui, je pense que. Après, si Ferrari arrive à faire une bonne saison encore avec Raikkonen, je ne vois pas trop comment il pourrait l'écarter, mais pourquoi? Bah, c'est ça. Si Raikkonen veut continuer, je pense que s'il continue sur sa lancée du début de saison, Mercedes pourra pas Ferrari pourra pas le dégager, quoi. Bah, le problème, c'est juste que son contrat arrive à expiration à la fin de l'année, comme d'habitude chez Raikkonen, puisqu'il c'est que des contrats d'un an avec Ferrari. Mais ça dépend. S'ils arrivent vraiment à signer Ricciardo, ils renouvelleront pas Raikkonen, parce qu'ils préféreront avoir. Après, Raikkonen, c'est le bon soldat Ferrari, fiable, mine de rien. Et qui est performant depuis la maison, qui est performant cette année. Quand la voiture lui convient à son pilotage, en vague, très quoi. performant. Il y a des performances en sauf que dents de scie, quoi. Ouais, mais ça dépend de la voiture. Cette année, les performances, elles sont pas en dents de scie. Les résultats sont en dents de scie, mais ils sont imputables à Ferrari et pas à Raikkonen, de mon point de vue. Donc, ça dépend. Leclerc chez Ferrari l'année prochaine, à moins qu'il fasse un gros exploit impensable cette année, c'est. Il l'a fait déjà en Azerbaïdjan. Non, c'est trop tôt. Vous pensez que c'est trop tôt parce que Leclerc pour Ferrari, Leclerc, c'est pas leur politique d'avoir un tout jeune comme ça dans l'écurie. Dans 2-3 ans, oui, mais si on y pense, c'est même pas la politique de Ferrari d'avoir un Ricciardo. Donc tant qu'ils ont Vettel et Raikkonen qui fonctionnent à peu près bien. Voilà. Oui, alors surtout que c'est un duo qui s'entend très bien et ça c'est quand même assez important, je pense. Pour Ferrari, mine de rien, d'avoir deux pilotes qui communiquent bien. Et apparemment, c'est vrai, quoi, que Vettel et Raikkonen, c'est pas on va dire du marketing, que les deux s'entendent vraiment bien. Donc, c'est aussi préserver les bonnes ententes, voilà, les performances. Je sais pas. Je vois pas. Bon. Après, Ricciardo, il peut aller aussi chez Mercedes. C'est pas dit que. Parce qu'entre un Bottas et un Ricciardo, après chez les Mercedes, si je veux un bon line-up, je pense que je signerais peut-être Ricciardo plus que Bottas. C'était quoi la deadline de Ricciardo? C'est fin mai. Donc là, effectivement, si aujourd'hui il va gagner la course et tout, il va se dire que Red Bull, il y a du potentiel, donc il aura peut-être envie de rester chez Red Bull. Surtout que Verstappen qui fait l'idiot et qui est pas une menace. Surtout qu'en plus Ricciardo, il y a mine de rien, il y a une variable qui est importante pour lui côté Red Bull, c'est le moteur. Quel est l'avenir du moteur chez Red Bull? Est-ce que c'est Renault? Est-ce que c'est Honda? Si c'est Renault, quelles sont les promesses? Si c'est Honda, quelles sont les promesses? Etc. Et pour lui, il me semble qu'il avait dit qu'il voulait savoir ce que serait l'avenir moteur de Red Bull avant de se prononcer sur son renouvellement. Donc, oui, parce que Red Bull a indiqué qu'il voulait attendre juin au plus tôt. Oui, il repousse. De toute façon, il repousse systématiquement. Renault d'ailleurs s'énervait en disant non, nous on veut une réponse. Pour savoir si on joue pas. Si j'étais Renault, je dirais bon, mais du coup on renouvelle pas. Ouais, vous démerdez. À un moment donné. Ouais, voilà, il y a ça à en prendre en compte.
Bah, C'est un jeu de toujours- poker. Et si- c'est toujours le même Et problème. si je suis, et je pense que honnêtement, Mercedes doit discuter avec Ricardo, clairement. Il serait Ouais. con de pas discuter, ne serait-ce que discuter avec lui. Ah, Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, ça fait drôle la première il fois. reste une minute. Il reste une minute, pas deux. Ouais, non, une minute. Bon, de toute façon, je pense qu'on a été assez complet sur Oui. le week-end Ouais. et sur les actus, donc on peut être vraiment satisfait. D'ailleurs, je pense qu'on peut s'applaudir parce qu'on n'est pas pris de court. Oui, bravo. Bravo. Allez, vive nous, c'est nous. Vive nous. C'est bravo. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, messieurs. Merci à nos auditeurs. On vous rappelle notre présence sur iTunes, sur Pod Radio, les chaînes Beta et Alpha, sur Podcode, sur Facebook, sur Twitter, le compte @le SAVF1, sur YouTube, sur Stand F1, sur Actu F1. Juste vous rappeler que le Grand Prix sera diffusé sur Canal+, sur une autre chaîne du groupe Canal+, en mode on-board live, et sur TF1 également. Bonne Avec journée. la pub. Grand Prix. Au revoir. Salut.